on va continuer les révisions des intégrales de surface. Alors, on a vu comment calculer l'aire d'une surface définie par la forme paramétrique. Ici, je vais aborder le cas de la forme explicite. Alors, soit est-ce une surface dont le graphe est donné par une équation de la forme z est égale à h de xy. H est une fonction de classe CR sur une partie D incluant R. Alors, à partir de cette forme explicite, on va déduire une paramétrisation. Une paramétrisation G de S, c'est une application de D à valeur en S qui, au point XY, fait correspondre XYZ avec Z égale à H de XY. Dans ce cas-là, notre théorème dit que l'aire de S est égale à l'intégrale double sur D de la racine carrée de 1 plus la dérivée partielle de H par rapport à X au carré plus la dérivée de H par rapport à Y au carré dx dy. Alors, juste une idée sur la preuve de ce résultat. En effet, la dérivée de G par rapport à X, c'est le vecteur 1, 0, et puis la dérivée partielle de H par rapport à X. Et la dérivée de G, la dérivée partielle de G par rapport à Y, c'est 0. C'est 0 ici. Ici c'est 0 et ici c'est 1. Je m'excuse pour cette petite erreur qui s'est glissée. 0,1 parce que c'est la dérivée par rapport à Y. Et G de XY, c'est X, Y, H de XY. Donc 0, 1, la dérivée partielle de H par rapport à Y en XY. Alors, l'élément d'R, en prenant le produit vectoriel de ce vecteur-là par celui-là, il donne exactement dA est égal à la racine carrée de 1 plus la dérivée partielle de H par rapport à X au carré plus la dérivée partielle de H par rapport à Y au carré dx dy. Et donc, on obtient facilement la formule qu'on a énoncée dans le théorème. Voyons maintenant une application. Soit la surface S, l'ensemble des x, y, z, tel que z est égal à x carré plus y carré, et z compris entre 0 et 2. Alors, comment calculer l'aire de S? Ici, on voit que z, c'est une fonction de x, y. Donc, z est égal à h de x, y. C'est x carré plus y carré. Alors, cette fonction-là est définie sur un ensemble de T. Ici, T égale D égale l'ensemble des x, y, tel que x carré plus y carré est inférieur ou égal à z. Et z égale à ça. Donc, si j'utilise la formule que j'ai énoncée dans le théorème, j'obtiens l'aire de S, c'est l'intégrale double sur T. Ici, c'est 1 plus 4x au carré, qui est la dérivée de h par rapport à x au carré, plus 4y carré dx dy. Alors, là, on a une intégrale double. On peut la calculer facilement en passant aux coordonnées polaires. Et donc, le résultat, si vous voulez vérifier votre calcul, c'est 13 sur 3 pi. Voilà. Alors, intégrale
Maintenant, on va passer à une autre façon de définir une intégrale d'une fonction cette fois sur une surface. Donc soit une fonction définie sur une surface S, donc c'est une fonction définie sur une partie de R3 contenant la surface S. Alors ce qu'on appelle l'intégrale de R sur S, c'est rien d'autre que l'intégrale double de la fonction f de g de uv d de A, avec g de uv une paramétrisation de l'intégrale de la surface S. Et donc c'est l'intégrale double sur D de l'image de f de x uv, y uv, z uv, et puis la norme du vecteur n uv, du, dv. C'est ce qu'on appelle l'intégrale de f sur la surface S. Voyons maintenant un exemple. Alors avant de voir un exemple, il est évident que si f est égal à la fonction, si f est la fonction constante égale à 1, on obtient ce qu'on a déjà vu, l'aire de S. Exemple, soit S, l'ensemble des x, y, z, tel que z est égal à x carré plus y, et x, y appartenant à 0, 1, croix moins 1. La fonction f est définie par f de x, y, z égale à x. Calculer l'intégrale de la fonction f sur S. Donc on va appliquer la formule précédente. Alors évidemment, la paramétrisation ici, il est très simple parce que z est égal à x carré plus y. Donc z est égal à h de xy avec h de xy, c'est x carré plus y carré. Et donc la paramétrisation g de xy, c'est x, y, et puis h de xy, qui est x carré plus y. Alors donc, l'intégrale double de f de g de xy dA, c'est l'intégrale double, la fonction x, f de g de xy c'est x. Ici, c'est le dA. Le dA, c'est la racine carrée de 1 plus la dérivée de z, ou si vous voulez de h par rapport à x au carré, plus la dérivée de z par rapport à y au carré dx dy. Alors ici, la dérivée de z, c'est 2x, et la dérivée de z par rapport à x, c'est 2x, et la dérivée de z par rapport à y, c'est 1. Et donc ça donne l'intégrale double sur t de x racine de 2 plus 4x carré dx dy. Alors c'est assez simple à calculer, c'est une intégrale double, mais on peut la calculer facilement. Ici, à ce niveau-là, on peut poser u est égal à 2x au carré, 2x au carré, ce qui donne une intégrale comme ça, et voilà le résultat. Alors, j'arrive maintenant à ce qu'on appelle une intégrale de surface d'un champ de vecteurs. Alors en physique, on appelle ça le flux d'un champ de vecteurs à travers une surface. Alors, définition. Pour définir cette intégrale, j'ai besoin de quelques précisions sur la surface S. On dit qu'une surface S définie par une paramétrisation G sur T est régulière si le vecteur NUV est toujours différent de 0. Deuxième définition, une surface régulière S définie par la donnée de T, le domaine ici, et G, la paramétrisation, est dite orientable si l'application qui a UV appartient à T fait correspondre à NUV et continue sur D. Alors, je peux dire ça autrement, c'est que une surface est orientable s'il n'a que deux faces, c'est-à-dire une face à l'intérieur et une face à l'extérieur.
L'exemple typique, c'est l'asperge, ou la sinusoïde, ou des surfaces qui ont un intérieur et un extérieur. Mais on peut avoir des surfaces qui ne sont pas orientables. Alors, je rappelle brièvement comment on fait une surface non orientable. Je vais prendre une feuille dans laquelle il y a et dessiner un trait. Donc, vous voyez par exemple, avec ça, il y a un trait ici, il n'y a rien ici, et je vais fabriquer ce qu'on appelle une surface qui n'a pas de face. Pourquoi il n'a pas de face? Imaginez que le vecteur normal à cette surface est sur le trait qui est là et qu'il va de façon continue d'écrire, tourner avec le trait. Alors, au début, il était à l'intérieur et vers la fin, il sort et il est à l'extérieur. Donc cette surface-là n'est pas orientable. Et donc, nous, on va s'intéresser dans ce qui va suivre aux surfaces orientables. Bien sûr, vous trouvez dans Internet beaucoup de surfaces très bizarres, pathologiques même, des fois, de surfaces qui ne sont ni orientables, ni régulières en tout point. Voilà. Alors, quand on a une surface régulière et orientable, c'est-à-dire à deux faces, on choisit pour le vecteur n plus 0 v0 un sens, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et donc ça donne le sens positif, parce qu'il y a un intérieur et il y a un extérieur. En général, on choisit le sens positif comme étant le sens extérieur. Alors, si on a S, une surface orientale comportant deux faces distinctes, en chaque point régulier, il existe deux vecteurs unitaires normaux opposés. Celui 1 qui pointe vers l'extérieur et l'opposé pointe vers l'intérieur. On va choisir l'un de ces vecteurs, on le note n+. C'est n sur la norme de n. Et on va dire qu'il oriente la surface S. Et donc, en général, on le choisit pointant vers l'extérieur. Alors, maintenant, j'arrive à la définition du flux, soit vers un champ de vecteur continu sur une surface orientale et régulière S. Ce qu'on entend par flux, le flux du champ V à travers S, c'est l'intégrale de surface, le flux de V, l'intégrale sur S+, le plus là, ça veut dire que j'ai choisi un sens pour le vecteur orthogonal. VBS, ça c'est défini comme étant l'intégrale double de V, produit scalaire N+, ça c'est un produit scalaire, et puis DA. Donc, si on a une paramétrisation, c'est égal à l'intégrale double de V de G UV, produit scalaire NUV, DU dV. Alors, le DS qui est là, on l'appelle élément de surface, et c'est égal à NUV, DU dV. Mais pour les calculs, ce qui est important, c'est cette formule-là. Le flux de V, c'est ça. Alors, bien sûr, le mot flux, on le retrouve beaucoup en physique, en théorie des fluides, en thermodynamique, en électricité aussi, on le trouve beaucoup, et même en dehors de la physique, on trouve le mot flux. Chaque fois qu'il y a des champs de vecteurs qui traversent une surface, on a le mot flux, et l'interprétation physique, ça dépend
de chaque branche, en électromagnétisme aussi, etc. Nous, là, on va prendre simplement la définition mathématique. Alors, ici, Vn+, c'est le produit scalaire du champ V par le vecteur n+, n sur la norme de n. Et dA, c'est l'élément du module, la norme de n, du, dv. On va voir un exemple de calcul. Alors, exemple, calculer le flux du champ de vecteur vectoriel Vx, Y, Z défini par Y, X, Y plus Z à travers le champ, à travers le triangle qui est là. Alors le triangle, il est défini par l'ensemble des X, Y, Z, X positif, Y positif, Z positif, ça veut dire le triangle, c'est la partie qui est dans le premier cadran de l'espace des vecteurs positifs, et puis il est situé dans le plan 2x plus y plus z égale à 2. La normale étant orientée vers les z croissants. Ici, il est difficile de parler d'intérieur et d'extérieur, mais on peut parler des z croissants. Alors, un petit dessin pour voir cette surface-là, c'est l'intérieur de ce triangle-là. Donc, on va dessiner le plan 2x plus y plus z est égal à 0. Donc, x égale à 0, y égale à 0, z est égal à 2. Donc, on va dire z égale à 2 ici. Et si x est égal à 0, z est égal à 0, y est égal à 2, voilà, alors ça c'est y, ça c'est z, ça c'est o. Donc ce point-là et ce point-là sont des points du triangle. Le troisième point, y égale à 0, z égale à 0, donc 2x égale à 2, donc x est égal à 1. Donc voilà la surface de ce triangle. Et le vecteur normal, il va pointer, le vecteur n, le sens positif, il va pointer vers les z positifs. Alors, évidemment, ici, de cette équation-là, z est égal à 2 moins 2x moins y. Donc, ça c'est une fonction de la forme h de x, y. Donc, la paramétrisation, puisque ça c'est une fonction, puisque cette équation définit une surface par la forme implicite, la paramétrisation qu'on peut choisir, g de x, y est égal à x, y, 2 moins 2x moins y. Alors, je remplace ici, dans cette paramétrisation, je calcule V de G de x, y. Alors, je rappelle, V de x, y, z, c'est y, x, y plus z, et je remplace x par x, y par y, et z par 2 moins 2x moins y, ce qui donne ce vecteur-là, y, x, 2 moins 2x. Le vecteur, si on calcule le vecteur n, alors la dérivée partielle de g par rapport à x, c'est 1, 0, moins 2, et la dérivée de g par rapport à y, c'est 0, 1, moins 1. Le produit vectoriel, ici, n, x, y, tout calcul fait, c'est 2, 1, 1. Et puisque ici, le produit n fois le vecteur unitaire porté par les z, c'est 1, il est positif, donc c'est bien le sens positif. Donc la norme de n UV, on calcule la norme de ceci, c'est racine de 6, et n plus, n x, y, c'est 1 sur racine de 6, 2, 1, 1. Alors, le produit scalaire, je fais le produit scalaire de V, en g de x, y, z,
avec le produit, avec le vecteur n+. Ça donne 1 sur racine de 6, 2y moins x plus 2. L'ensemble D sur lequel ma paramétrisation est définie, c'est l'ensemble des x compris entre 0 et 1, et y compris entre 0 et 2 moins 2x. D'accord? Alors, le flux de V, c'est l'intégrale double sur D de 1 sur racine de 6, 2 plus 2y moins x dx dy. Ici, on est en présence d'une intégrale double. D, on le connaît, donc on peut calculer notre intégrale double facilement. Et donc, ça donne 3 sur racine de 6, si vous voulez. Un exercice, si vous voulez approfondir plus ces notions-là, alors, sur la sphère de rayon R, la calotte sphérique S, c'est l'ensemble des points de coordonnées sphériques R, θ, phi, avec ici θ compris entre 1, 0 et 1 alpha. C'est juste une partie de la sphère, une partie définie par ces bornes-là, 0 et alpha. La partie ou la calotte, il a la représentation paramétrique suivante qu'on a déjà donnée, c'est le passage en coordonnées sphériques, et donc on calcule le vecteur normal par ça. Alors j'ai passé les détails, si vous voulez, je crois que c'est facile, on l'a déjà fait une fois, et donc on trouve pour le vecteur normal ceci, et pour la norme de ici, de n θ phi, on trouve R2 sinus θ. Alors, l'aire de la calotte, donc j'intègre, cette fois pour θ compris entre 0 et alpha, et phi entre 0 et 2 pi, et c'est une intégrale double qu'on sait bien faire. Donc en particulier, si alpha est égal à pi, on retrouve déjà ce qu'on connaît déjà, l'aire de la sphère, 4pi R2. Alors, un autre exercice, calculer le flux de V de x, y, z, défini par x, z, y, à travers la surface dont on donne une paramétrisation. Donc, G de UV, 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 avec UV appartenant à 0,1. Dans cet exemple, les choses sont beaucoup plus simples parce que la surface il est donné déjà par une paramétrisation. Je rappelle, ce qui est difficile dans ce genre d'exercice, c'est d'avoir une surface et puis de trouver une paramétrisation, une bonne paramétrisation pour la surface. Ce n'est pas toujours évident. Ici, dans cet exemple, on donne la paramétrisation. Donc, on a tout simplement V de G de UV, c'est ça, c'est ici, X c'est U, Z c'est UV, et Y c'est V. Alors, on calcule le vecteur NUV, on calcule la dérivée de G par rapport à U, et puis le produit vectoriel par la dérivée de G par rapport à V, on trouve moins V moins U1. J'ai sauté des calculs parce que je suppose que maintenant vous pouvez les faire. Alors le flux, par définition, le flux de V à travers la surface S, c'est l'intégrale double de V de G de UV, produit scalaire NUV, DU de V. Et donc, en remplaçant
V de G UV passe aussi, et N de UV, sa norme, on obtient l'intégrale UV étant dans 0,1 jusqu'à 0,1 de moins UV moins U au carré V plus V du dV. Ici, ça c'est le résultat de ce produit scalaire. D'accord? Voilà. Donc voilà pour cette partie. J'ai fini avec cette partie sur les intégrales de surface. Ce qu'il nous reste à faire, c'est les formules de Stokes et puis le théorème de la divergence et le théorème et la formule de Stokes-Gradsky.